Bonjour, monsieur Christian. Bonjour. En mois de février, le 20 février 2016, vous avez animé un exposé débat au centre de Domremy, espace culture et paix à Domremy, sur le thème intuition en mathématiques. Ce document-là. Oui. Ouais. Tout en sachant que le monde mathématique, c'est un monde en rigueur, il faut des sciences exactes pour prouver et faire la démonstration des objets qui sont en mouvement dans la nature. Aujourd'hui, la science nous a permis de comprendre l'impossibilité. Le monde des atomes, le monde des particules, le monde des cellules, le monde des galaxies, le monde... Je ne dirais pas le comprendre, le connaître. C'est déjà différent. Oui. Et la science nous a permis, avec les grands savants comme les Watson, excusez-moi le terme savant, lui qui a découvert la chaîne d'ADN, Oui. et on a des grands comme Einstein, qui a compris la relativité et qui l'a vulgarisé. Et on a découvert qu'il y a encore d'autres savants qui ont compris mettre la voix sur une bombe, garder l'image sur un fil. Tout ça, ce sont des prouesses scientifiques. Et c'est des sciences exactes. Ceux qui ont créé les voitures, les ordinateurs, les avions et autres. Mais aujourd'hui, vous apportez un sujet qui est un peu complexe en mathématiques, qui est, on peut comprendre que c'est comme un caillou dans la botte des matheux, l'intuition. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, intuition? Une intuition, c'est une connaissance d'un sujet compliqué dont on ne peut pas faire la démonstration. Et cela arrive très souvent. Ça s'appelle une conjecture. Il y a en mathématiques un nombre considérable de conjectures dont on en démontre une ou deux chaque année, mais le nombre augmente quand même parce qu'on en trouve de nouvelles, et ça fait partie du domaine mathématique avec la prudence qui convient, puisque quelquefois on arrive à prouver que telle ou telle conjecture est fausse. D'une manière générale, l'intuition vous permet d'avancer, on dit ça doit être probablement comme ci ou comme ça, et on fait des essais, et on découvre beaucoup plus que ce qu'on voulait trouver. C'est assez courant. Et donc c'est un phénomène absolument essentiel pour les progrès des mathématiques. On est toujours dans ce domaine parce que l'intuition, c'est dans la pensée, la mathématique, c'est dans la matière. Ah non, les mathématiques ne sont pas dans la matière, elles sont dans les conventions que l'on prend, que l'on choisit pour établir les relations entre les nombres et les figures, les formes. Le public veut savoir la nature de l'exposé que vous avez animé le 20 février. Ah, eh bien, il s'agissait d'un petit problème de mécanique quantique, mais évidemment, l'exposé est quand même assez compliqué. Il s'agit de savoir, quand on considère une sphère généralisée dans un espace à un grand nombre de dimensions, on place le centre de cette sphère à l'origine et on demande combien il y a de points de coordonnées entières sur cette sphère. Et évidemment, ça dépend à la fois du nombre de dimensions et du rayon. Il y a deux méthodes pour obtenir ce résultat. Une méthode très longue, très lourde, mais qui donne le résultat exact, et une méthode directe, beaucoup plus directe, qui ne donne que des résultats
approcher, utile mais approcher. Jusque-là, on était dans une étude à la fois, disons, lourde et banale, jusqu'à ce qu'on se rende compte que pour le nombre de dimensions de 4 à 8, le résultat était rigoureux. Grosse surprise qu'on n'attendait pas. Et ça n'est pas démontré, c'est simplement vérifié numériquement. Et on voudrait être sûr de notre affaire. Mais ça permet d'énormes progrès dans des domaines tout à fait surprenants. Vous avez parlé de l'Einstein. Non. Ici, dans le petit résumé de l'exposé débat du 20 février, il a été écrit, dans le petit Robert, par exemple, on peut trouver la définition suivante du mot intuition, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. L'intuition occupe-t-elle une place en mathématiques, discipline de rigueur par excellence, où toute affirmation s'accompagne d'une démonstration? En tout cas, le grand génie mathématique du français Henri Poincaré à Einstein l'utilisèrent dans leur raisonnement. Ah ben, c'est évident, ça permet d'énormes progrès, même si c'est parfois dangereux. Mais sans l'intuition, les mathématiques seraient restées à des degrés sans comparaison avec ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je veux savoir le parallèle que vous faites entre l'intuition mathématique et une démonstration au milieu. Une démonstration, c'est pour convaincre tout le monde. Mais l'intuition vous convainc vous. Et on n'arrive pas à convaincre les autres tant qu'on n'a pas fait la démonstration de cette intuition. Sauf ceux qui finissent par avoir la même intuition. Et ils sont nombreux. Voilà la différence. On peut avoir l'exemple. Eh bien, donner les exemples dans l'histoire des mathématiques. Quand les pythagoriciens découvrent que racine de 2 n'est pas un nombre, ils se partagent en deux groupes. Ceux pour qui c'est une abomination, ce nombre n'existe pas, et ceux pour qui c'est un nouveau nombre qui doit être traité aussi bien que tous les autres. Et cela leur permet de découvrir un nombre considérable de propriétés qu'on n'aura jamais admis avec la vue restrictive. De même, quand les mathématiciens italiens du XVe siècle disent on va considérer qu'il y a une racine de moins 1, qui s'appelle I pour imaginaire, et ça leur permet de faire des calculs parfaitement cohérents et qui rendent un nombre énorme de services. On voit une fois de plus que l'intuition leur a permis de faire d'énormes progrès qu'ils n'attendaient même pas. Et aujourd'hui, on ne se passe plus de cette idée. On vous a vu avec le livre de Christian Vepri, Euclide l'Africain. Le voilà, ce livre, je l'ai apporté. Sa thèse, c'est que Euclide était égyptien, et même pendant longtemps, les Occidentaux ont su que la plupart des Égyptiens étaient noirs, du moins dans l'Antiquité, mais ne le disaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, l'histoire, pour ne pas que nous prenons une autre route, l'histoire nous montre les Égyptiens blancs. On n'a jamais fait allusion à un pharaon noir. Parce que tous les pharaons que nous voyons à la télé, par-ci par-là, sont blancs. Il est possible que les pharaons aient été blancs et le peuple noir. C'est une chose qui arrive beaucoup dans l'histoire. Oui, il est possible. Donc, par là, on peut placer les Noirs d'Égypte en tant que des prêtres. Il y en avait certainement, oui.
Donc, Toutankhamon, en tant que prêtre égyptien, était noir, si je crois bien. C'est difficile de savoir. Okay. Mais avec les progrès de la science, peut-être pourra-t-on être sûr de ce point. Okay. Donc, avec le livre de Christian Velpri, qui est un professeur Mathieu, vous, en tant qu'astrologue, c'est ça? Astronome. Excusez-moi, l'astrologie, l'astronomie, c'est tout à fait différent, bien sûr. Vous, en tant qu'astronome, passion des étoiles, aujourd'hui, vous êtes avec Christian Velpri, qui est un prof Mathieu, en lisant son livre. Pour un matheux comme moi, quand on ouvre le livre, on commence et on lit toute la nuit. C'est vraiment très intéressant. Oui. Vous pouvez nous faire un petit détail de ce que... L'idée, c'est Christian Velpri reproche aux Grecs de l'Antiquité quelque chose qu'on ne peut pas reprocher, c'est à savoir, tous les peuples de l'Antiquité étaient xénophobes et racistes parce que c'était une condition de survie, c'est quasiment darwinien. Les peuples qui n'étaient pas xénophobes ni racistes, ils étaient massacrés par leurs voisins et puis c'était terminé. Hein. Et ça s'est produit jusque très récemment encore. Hein. Au XIXe siècle, les Américains ont massacré les Indiens et les Australiens ont massacré les aborigènes d'Australie. Bon, et comme ça, ils ont gardé le pays. Je dirais que le premier exemple qui ne se soit pas passé comme ça, c'est la conquête de l'Algérie. On a dit, on ne va pas les massacrer pour garder le pays, on va les éduquer. Résultat, on a perdu l'Algérie, mais on a gardé notre âme. Ok, revenons en mathématiques. Nous pensons qu'en mathématiques, il faut philosopher. D'après vous? Entre autres, oui. Voilà. Il faut philosopher en mathématiques. N'est-il pas là la mort future des mathématiques si on se met à philosopher sur certains principes? Il y a toujours de grandes discussions. Sur quelle base sont placées les mathématiques? Bon. Alors, Peano, mathématicien italien du XIXe siècle, a proposé certaines bases. En géométrie, Euclide a proposé des bases très célèbres, dont le fameux cinquième postulat, dont on a voulu longtemps démontrer qu'il était une conséquence des quatre premiers, alors qu'il n'en était pas. Et si vous refusez le cinquième postulat, comme l'ont fait Lobachevsky et Mollet, vous avez aboutissez à une géométrie différente, qui est parfois très étrange de notre point de vue habituel, mais qui est tout à fait cohérente. Et c'est ainsi que finalement, on s'est aperçu que l'espace physique dans lequel nous vivons n'est pas tout à fait euclidien. Même si il est très proche des hypothèses d'Euclide, et on se sert de la géométrie euclidienne tous les jours pour tous les usages courants, et sans problème, et sans penser qu'elle est un peu approchée. Nous sommes d'ailleurs habitués à des approximations bien plus grossières. C'est ainsi qu'un architecte, dans ses plans, considère les droites verticales comme parallèles, alors qu'en fait elles se rencontrent au centre de la Terre. Et donc il fait des erreurs petites, mais beaucoup plus importantes que celles qui consistent à considérer l'espace comme euclidien, alors qu'il ne l'est pas tout à fait. Alors, parlons toujours d'intuition mathématique, qui est un sujet un peu trop compliqué d'approcher au monde réel. Il y a Darwin qui parle des chaînons, des mutations des espèces à devenir jusqu'à avoir l'apparence humaine.
Et il y a Dieu qui parle de tout, voilà, c'est par la parole, tout est sorti. Entre les deux théories, vous en tant que scientifique, vous placerez où? Comment voulez-vous que l'on choisisse? On est trop petit pour se mettre à juger de cette différence. On ne sait pas. Alors, on croit. Il faut croire. Mais non, Dieu c'est dans le domaine philosophique. La pensée, on ne peut pas prouver Dieu. Ah oui, c'est le problème philosophique fondamental. Y a-t-il ou non dans l'univers une intelligence organisatrice? S'il n'y en a pas, eh bien, on est athée. Et la plupart des athées vivent très bien comme ça et se contentent de gagner leur vie et de vivre des plaisirs de ce monde. Bon. Mais ceux qui prennent du recul, comme Jacques Monod dans le hasard et la nécessité, quand il écrit cela, on sent un cri de désespoir. L'homme est apparu par hasard dans un univers totalement indifférent. Et donc la vie n'a pas de sens dans ces conditions. Et l'on constate que pour donner un sens à la vie, eh bien, dans ce cas-là, l'homme s'invente une pseudo-religion. Et le XXe siècle en donne deux exemples, le communisme et l'écologie. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une parenté extraordinaire entre ces deux mouvements. Le communisme prétendait être démontré scientifiquement, l'écologie aussi, bien sûr. Le communisme prétendait sauver le monde, l'écologie aussi, évidemment. Et le communisme était d'une intolérance extrême, et malheureusement, l'écologie l'est aussi. Voilà. Maintenant, en prenant la pensée, en suivant la théorie de Darwin, que les espèces évoluent, on a remarqué que dans les espèces qui évoluent, il y a des chaînements d'une espèce à une autre. Aujourd'hui, la curiosité de l'homme, c'est de savoir quel est ce chaînement. La théorie de Darwin ne peut difficilement être qualifiée de scientifique, car on ne peut pas imaginer une expérience pour la contredire, ou pour la vérifier ou la contredire. Donc c'est un moyen commode pour avoir une bonne idée de l'évolution de ce qui s'est passé, mais elle est évidemment très insuffisante pour comprendre tout. Et c'est le problème qu'il y a. Darwin lui-même le reconnaissait. Alors, on laisse place aux scientifiques aujourd'hui. Je crois que c'est là où l'intuition pourra intervenir, pour essayer de comprendre un peu d'où viennent l'origine de la pensée darwinienne. Alors là, vous me sortez de mon domaine de compétence. L'intuition en mathématiques, c'est un phénomène assez courant et tout à fait remarquable. L'intuition dans les autres domaines est sûrement beaucoup plus difficile, parce qu'il y a tant d'à côté qu'on ne maîtrise pas, qui en mathématiques ne sont pas là pour vous ennuyer. Et donc, les intuitions que l'on a dans les autres domaines sont beaucoup plus souvent erronées. Alors, d'après vous, le monde nous laisse encore des carreaux vides à remplir. Oh là là là, oh, je pense bien. Chaque jour, on s'aperçoit que ce que l'on connaît est tout petit par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un exemple flagrant pour justifier les modèles que l'on a d'évolution de l'univers. On a été obligé d'inventer la matière noire et l'énergie noire. On a cherché depuis 30 ans à savoir qu'est-ce que pouvait bien être la matière noire.
toutes les hypothèses que l'on a faites s'effondrent les unes après les autres, et l'on reste avec un univers où on ne connaît que 5% environ de ce qui existe dans ce modèle. De là à dire que ce modèle est probablement faux et qu'il y a une nécessité de tout reprendre à zéro, c'est possible. Là, on voit que le passé, alors, que ferons-nous des archives du passé? Ah, mais le passé est très intéressant. Hein. C'est les balbutiements de l'enfant qui vient de naître et qui essaye de maîtriser les sons qu'il entend et il essaye de les reproduire. Oui, bon, ben c'est le progrès de l'humanité et de ce genre-là. Et on est encore l'enfant de 5 ans, ou peut-être 8 ans, disons, qui découvre le monde et qui essaye de le comprendre. Donc, d'après vous, l'absolu n'existe pas. Comment saurais-je? C'est bien. On est là toujours avec le sujet intuition en mathématiques. Ouais. Le mois de janvier, Didier Guignard, que vous faites d'eau, avait développé le théorème de Gödel. On en a vu encore plein de choses là-dedans. Ouais. Alors on se rend compte que faudrait pas limiter le monde. Ah ben non. Il ne faudrait pas limiter le monde. L'homme doit aller vers des grandes découvertes qui pourront peut-être remettre en cause sa position actuelle ou bien sa position d'hier. Si je comprends bien. Mais alors, pourquoi s'enraciner, continuons-nous à s'enraciner dans les concepts tels que il y a un paradis, il y a l'enfer, il faut faire du bien, il faut aller comme ça. Au moment où nous sommes encore, tel que vous venez de dire, nous sommes encore des bébés qui se découvrent au fur et à mesure. Pourquoi limitons-nous encore autour des concepts comme ceci, cela? Ah ben ça c'est... Au moment où le grand concept c'est l'amour, en réalité. Oui. Puisque l'homme se cherche. Oui, il s'agit d'apprendre à vivre les uns avec les autres d'une manière, disons, correcte. Hein. On ne peut pas le faire sans avoir une idée de ce qu'on veut faire. Hein. Le djihadiste qui dit mort à tous ceux qui refusent l'islam, il est cohérent avec lui-même. Il va construire une société qui sera évidemment très oppressive, mais enfin, qui ne se posera plus de questions. Hein, c'est donc une possibilité. Je ne considère pas que cette possibilité soit, disons, utile à l'humanité, mais elle existe. Pour de ce genre de choses, il faut évidemment tenir compte des idées, des us et coutumes des autres peuples pour choisir un mode de vie. Mais il convient de respecter aussi celui que l'on a reçu. Et donc, après tout, une nation, un peuple, ça n'est pas quelque chose qui sort du néant, c'est pas la page blanche que l'on peut, sur laquelle l'écrivain commence à écrire quelque chose, pas du tout. Chaque peuple a une histoire millénaire et il ne peut pas la renier sans se détruire lui-même. Comme on dit, peuple sans culture n'existe pas. Ah, il n'existe pas. Ok, s'il faut qu'on refait les sciences, aujourd'hui, par où allez-vous commencer? Refaire les sciences? Oui. C'est impossible. On ne refera pas l'histoire des sciences. Elle existe telle qu'elle est,
Et c'est, comme disait Newton, j'ai vu plus loin parce que je suis monté sur l'épaule des géants. Hein? Oui. Et si je n'avais pas eu les travaux de tous mes prédécesseurs, je n'aurais jamais pu faire le mien. Oui. Donc, on a quand même l'espoir en science qui pourrait de même donner une maladie. Oui, on a cet espoir, effectivement. Même si c'est parfois un peu chimérique, mais... Alors, en introduisant la pensée dans la matière, on ne risque pas de créer un autre dogme, si je veux. Oula, qu'est-ce que vous allez chercher? Bien, donc il y a monsieur Didier qui est derrière vous. Si monsieur Didier a quelque chose à ajouter dans ce que vient de dire Christian Marchal. C'était un exemple d'application du théorème de Gödel. Vous pouvez avancer, hein, il y a un champ. Il y a un champ là. On a largement débordé le sujet. C'est un peu difficile je dirais, de faire un commentaire, mais je veux bien écouter justement sur Christian proposait de revenir sur le théorème de Gödel et donner un exemple intéressant. Alors, le théorème de Gödel consiste à dire, quel que soit l'ensemble des axiomes de base que vous mettez pour les mathématiques, s'il y a dans cet ensemble les nombres entiers, alors il y aura des propositions qui sont cohérentes vis-à-vis de votre corps de travail, qui ne pourront pas être considérées comme fausses ou justes par rapport à vos axiomes. Et un exemple simple, vous avez défini les nombres entiers, puis les nombres rationnels, le rapport de deux entiers, puis vous apercevez que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors vous pouvez le définir en disant il va être plus petit que tous les rationnels A sur B dont le carré est supérieur à 2 et plus grand que tous les autres. Ça s'appelle une coupure dans l'ensemble des rationnels. Et on pose la question, y a-t-il un nombre dans la coupure? Qu'est-ce qu'il y a dans la coupure? S'il n'y a rien, c'est l'opinion des pythagoriciens. Mais alors, quand un cercle coupe une droite, en général, ça n'est pas un point rationnel, donc il ne se coupe pas. Alors, comme on préfère dire qu'il se coupe quand même et qu'il y a un point commun, on va dire, non, on va déclarer qu'il y a un nombre dans la coupure. Et ce faisant, vous définissez l'ensemble des nombres réels. Très utile, très fécond, avec beaucoup de résultats. Mais c'est un choix qui n'a rien à voir avec les axiomes de base de Peano. Et si vous pouvez très bien dire, je ne suis pas d'accord, moi je pense qu'il y a plusieurs nombres dans la coupure. Dans ce cas-là, il y en a une infinité, et vous aboutissez à une autre forme de mathématiques qui s'appelle l'analyse non standard, et qui a été aussi développée et qui est aussi très féconde dans son domaine propre. Voilà un exemple de proposition que Gödel avait prévu. Un choix à faire qui n'est pas déterminé par les bases que vous avez choisies. Alors vous faites ce choix et vous continuez et vous arriverez de même indéfiniment à d'autres propositions qui ne seront pas déterminées par ce choix et les actions de base. Voilà, c'est ça le théorème de Gödel. Ce qu'évoque là Christian, c'est que ça donne. Le théorème de Gödel ouvre une grande créativité dans les mathématiques, parce qu'on n'a pas qu'un seul choix, justement.
On a à de nombreux niveaux, de nombreux choix possibles. Après, la question, c'est... Il faut savoir quel choix on fait, c'est très Ouais. important. Parce que souvent, on le fait inconsciemment. Oui, c'est tout à fait. C'était le cas des postulats d'Euclide. Oui, oui. C'était inconscient, jusqu'à ce qu'on découvre que même notre monde réel ne correspond pas forcément à cette intuition. C'est le cas de... Ouais, ouais. On revient au thème de l'intuition. Mais alors, justement, en mathématiques, on est tout à fait libre des choix qu'on fait, du moment qu'on reste cohérent. Et du moment qu'on l'explicite correctement. Et que oui, tout à fait. Donc sous forme d'axiome. Mais la question c'est quels axiomes correspondent à la réalité du monde physique. C'est-à-dire, là, lorsqu'on applique les mathématiques à la réalité physique, donc dans toutes les autres sciences, est-ce qu'il y a des choix qui sont valables et d'autres qui ne le sont pas? C'est ça, les sciences exactes. Alors, Monsieur Christian, vous pouvez développer en quelques minutes tout ce que vous n'avez pas pu le dire. On vous laisse 10 minutes à peu près pour développer tout ce que vous n'avez pas dit. Comment voulez-vous? J'ai déjà dit le maximum de ce que je voulais. Ok. Vous avez peut-être un dernier mot à dire. Je dirais qu'il faut quand même faire attention à ne pas se disperser inconsidérément et que les mathématiciens ils doivent bien expliquer quelles sont leurs hypothèses avant de se discuter avec leurs collègues, ce qui n'arrive que trop souvent. D'accord, comme il s'agit d'un dernier mot, on ne sait pas si M. Didier peut aussi ajouter un tout petit truc. Pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, oui, on en revient à l'idée. Souvent, le problème avec l'intuition d'une part et la rationalité d'autre part, c'est que on pense que certaines choses sont évidentes. Quelquefois, on pense qu'elles sont évidemment rationnelles. Et ce qui a été montré, c'est que elles sont parfois ni évidentes ni rationnelles. Et que c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être extrêmement prudent. Quand on construit les mathématiques, il faut être extrêmement prudent et rigoureux. C'est-à-dire que l'intuition n'est pas en contradiction avec le fait d'être rigoureux. Au contraire, une intuition n'a de valeur que si, justement, elle correspond à quelque chose qui est finalement rigoureux. C'est simplement un raccourci, mais après, il faut au moins montrer la cohérence des choses. Donc, parce que souvent les gens se font une idée de l'intuition comme quelque chose, j'ai une idée comme ça, puis tombe, voilà, et puis c'est totalement libre, etc. Non, là, pour conclure sur l'intuition, c'est pas ça. Et en particulier en mathématiques, l'intuition doit être quand même quelque chose qui finalement nous amène à des éléments rigoureux, même si au départ, cette intuition ne vient pas d'un calcul, d'un raisonnement rigoureux. Je vais donner un exemple. Cantor, au XIXe siècle, fait l'étude de l'infini et des ensembles avec une infinité d'éléments et établit une classification. Le premier ensemble avec une infinité d'éléments, c'est l'ensemble des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui n'a pas de limite. Il découvre que cet ensemble est
plus petit que l'ensemble des points d'un segment. Et que l'ensemble des points d'un segment, par contre, a la même puissance que l'ensemble des points de la droite qui le contient, ou de toute autre droite, et même d'un carré, par exemple. C'était pas du tout évident. Alors, on se pose la question, y a-t-il des ensembles dont la puissance est plus grande que celle des entiers, mais plus petite que celle des points d'un segment? Et cette question va rester ouverte pendant 80 ans. Jusqu'à ce que un mathématicien, que je crois américain, donne la solution. Il dit, on ne peut pas déterminer cette question avec tous les éléments dont on dispose. Il faut choisir. Ou bien on va dire de tels ensembles existent, ou bien ils n'existent pas. Et ça fait deux mathématiques différentes, l'une de l'autre, selon le choix de l'axiome que vous allez faire. Disons plutôt que c'est un postulat. Et là, quand on a découvert cela, ça a été une sorte de révolution. On s'est dit, mais alors, les mathématiques, c'est une construction arbitraire. On choisit ce qu'on veut et puis on développe. Et attention, il faut que ce soit cohérent. Et ça ne conduise pas à des contradictions. C'est le point fondamental. Mais effectivement, vous avez bien des mathématiques différentes. Alors, le pauvre Cantor est tombé sur de telles choses inhabituelles qu'il est devenu fou. Et oui. Mais Hilbert a dit, nul ne nous choisira, ne nous fera partir du paradis que Cantor a créé. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. J'ai vraiment, je ne sais pas, il y a encore, s'il y a encore des choses à dire, ou bien. Oh, il y en aurait beaucoup si on voulait vraiment. Mais... D'accord. Monsieur Didier, le samedi passé, vous n'avez pas donné le thème du mois d'avril. Ah, pour le mois d'avril. Ben, ce sera. Alors, je dois encore vérifier avec Christian Velpri ses disponibilités, mais l'idée, c'est justement d'inviter Christian Velpri pour parler de cela. Ok. Euclide, l'Africain. Oui. Et alors, les Grecs se sont emparés de l'Égypte juste au temps d'Alexandre le Grand. Ils ont mis un roi grec, Ptolémée. Et ce général d'Alexandre, il s'est comporté à peu près correctement quand même. Mais il a décidé que toute la science des Égyptiens devait devenir grecque. Reprocher cela aux Grecs, c'est reprocher le déroulement de l'histoire du monde. Ça s'est passé partout, toujours. Et aujourd'hui, Christian Velpri tente de rétablir la vérité, à savoir que Euclide, même s'il y a de très grands savants grecs, c'est pas douteux, Pythagore, Archimède, etc., Euclide, lui, devait probablement être égyptien noir. Voilà la thèse. Et alors, il est d'une virulence terrible qui n'a pas lieu d'être, mais qui est très impressionnant. Quand on lit son livre, on commence, on ne s'arrête plus. Vous me permettez de faire la lecture du résumé de ce texte. Texte mathématique fondamental le plus ancien conservé jusqu'à présent. Les éléments d'Euclide, datés du IIIe siècle avant Jésus-Christ, forment la base sur laquelle la science physico-mathématique s'est érigée depuis lors. Une analyse serrée des textes de l'époque montre que le concept toujours valide de théorie axiomatique
naît dans cette œuvre. Or, l'individu Euclide a été occulté par l'histoire. L'ombre est entretenue sur les conditions dans lesquelles il a travaillé. Les antécédents de l'œuvre sont mensongèrement décrits. Dans l'œuvre même, la théorie géométrique qui en constitue la suprême merveille reste, après bientôt 23 siècles, incomprise, mal lue. L'établissement du texte doit aussi être considéré comme inachevé. C'est à partir de sa simple envie de pratiquer la géométrie de façon correcte, claire et complète que l'auteur a été amené à des observations encore jamais produites sur les textes des éléments, puis à des questionnements bouleversants sur la réception défectueuse dans l'œuvre de Euclide, comme celle de ses premiers véritables successeurs que furent János Bolyai, c'est ça, non? Bolyai et Nikolai Lobachevsky ont été l'objet, suivis par des réflexions sur l'étrange occultation de la figure du savant alexandrin. La recension de la trahison des clercs, de leur infâme soumission à la puissance temporelle est, en supplément à l'étude mathématique, à découvrir dans les textes ici publiés. Mon travail, écrit Christian Velpri, s'inscrit naturellement dans la ligne rouverte par Tchèque Antajok dans le ressurgimento africain qu'il a de fait lancé, mais fait par des Européens recherchant la justice et la vérité. Signé Christian Velpri, professeur mathématicien. Voilà. Merci. Il ne me reste que à vous dire merci à tous les deux. Le rendez-vous prochain, c'est au mois d'avril. Donc, nous attendons l'exposé des Christian Velpri sur Euclide l'Africain. Voilà. Merci beaucoup. Okay.